En ce moment même, à plus de 600 millions de kilomètres de vous, une planète encaisse des coups capables d'effacer toute trace de vie sur Terre. Elle s'appelle Jupiter, et depuis longtemps, on raconte qu'elle veille sur nous, qu'elle joue le rôle d'un grand bouclier silencieux au bord du système solaire. C'est une belle histoire, ancienne et rassurante, et pourtant, elle est en grande partie fausse. Jupiter n'est pas vraiment notre gardienne. Elle est quelque chose de plus vaste, de plus ancien et de bien plus indifférent à notre existence. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'été 1994, quand les télescopes du monde entier se sont tournés vers la géante. Une comète venait de se briser en une longue chaîne de morceaux brillants, alignés comme un collier de perles fonçant droit sur Jupiter. On l'avait appelé Shoemaker-Levy 9. Pendant 6 jours, ces fragments ont plongé l'un après l'autre dans l'atmosphère de la planète. Chaque impact libérait une énergie qui dépassait, de très loin, tout l'arsenal nucléaire jamais construit par l'humanité. Les astronomes retenaient leur souffle. Personne n'avait jamais assisté à une telle chose, et nul ne savait vraiment ce que l'on allait voir. Et sur les nuages de Jupiter, ces chocs laissaient des cicatrices sombres, certaines plus larges que la Terre tout entière. Des taches noires, visibles depuis le sol avec un simple télescope d'amateur, sont restées gravées dans son ciel pendant des mois. C'était la première fois que l'humanité voyait, en direct, une collision entre 2 corps du système solaire. Et une idée s'est imposée presque aussitôt. Jupiter venait d'encaisser, à notre place, un coup que la Terre n'aurait pas supporté. Si la géante n'avait pas été là pour attirer cette comète, peut-être ce collier de feu aurait-il fini sa course beaucoup plus près du Soleil, ou peut-être près de nous. De là est née l'image du gardien, la planète protectrice, le grand frère gravitationnel qui prend les coups à notre place. Mais quand la science a regardé cette histoire de plus près, elle a découvert une vérité plus étrange et plus troublante. Jupiter ne se contente pas de nous protéger. Selon les calculs, elle peut tout aussi bien nous envoyer des objets dangereux qu'en éloigner. Et son influence ne date pas d'hier. Elle remonte à la naissance même du système solaire bien avant que la Terre existe. Car avant d'être une menace ou une protectrice, Jupiter a été quelque chose de bien plus fondamental. Une architecte. Une planète dont la masse à elle seule a sculpté la forme du monde où nous sommes nés. Pour saisir ce que Jupiter a fait au système solaire, il faut d'abord accepter une chose difficile à imaginer, sa démesure. Jupiter brille dans notre ciel depuis toujours. Les Romains y voyaient le roi de leur dieu et lui donnèrent son nom sans rien savoir de sa vraie nature. Jupiter est si massive qu'elle pèse, à elle seule, 2,5 fois plus que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mettez ensemble Saturne, Neptune, Uranus, la Terre, Mars, Vénus, Mercure et tout le reste. Jupiter reste plus lourde que cet assemblage entier. Sa masse vaut environ 318 fois celle de la Terre, et dans son volume, on pourrait faire tenir plus de 1300 planètes comme la nôtre. Pour le ressentir autrement, imaginez la Terre réduite à la taille d'un raisin. À la même échelle, Jupiter aurait à peu près la taille d'un gros ballon. Cette masse a une conséquence étrange que l'on oublie souvent. Jupiter ne tourne pas vraiment autour du Soleil. Les 2 corps tournent autour d'un point d'équilibre commun, leur centre de gravité partagé. Et ce point ne se trouve pas à l'intérieur du Soleil. Il se situe juste au-dessus de sa surface. Le Soleil lui-même dessine donc un petit cercle, tiré par le poids de sa plus grande planète. Aucune autre planète n'a ce pouvoir. Jupiter
est la seule à faire osciller légèrement notre étoile, comme un enfant fait bouger un adulte au bout d'une corde. Cette géante orbite loin de nous. Elle se tient à un peu plus de 5 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. À cette distance, la lumière du Soleil, qui n'a besoin que de 8 minutes pour nous atteindre, met près de 43 minutes pour parvenir jusqu'à Jupiter. Et son année est démesurée. Là où la Terre boucle son orbite en 1 an, Jupiter met près de 12 années terrestres pour accomplir un seul tour du Soleil. La géante possède aussi des anneaux. Non pas les somptueux anneaux de Saturne, mais de fins voiles de poussière sombre, invisibles depuis la Terre, révélés par les sondes. Et malgré cette taille, Jupiter tourne sur elle-même à une vitesse vertigineuse. Une journée jovienne dure moins de 10 heures. Une boule de gaz aussi énorme qui boucle un tour complet en moins de 10 heures ne peut pas rester parfaitement ronde. La rotation l'aplatit. Jupiter est visiblement renflé à l'équateur et écrasé au pôle, comme une sphère que l'on aurait doucement pressée. Il y a un autre détail surprenant. Jupiter émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Une partie de cette chaleur vient de sa lente contraction. Sous son propre poids, la planète se comprime encore très légèrement, et cette compression dégage de l'énergie. Jeune, Jupiter brillait d'ailleurs bien plus fort, échauffé par sa propre formation. Avec le temps, elle s'est lentement assombrie, gardant en elle ce reste de chaleur primordiale. Cela a nourri une idée tenace. Si Jupiter brille un peu par elle-même, n'est-elle pas une étoile qui a échoué à s'allumer? La réponse est non, et la distinction est importante. Pour qu'une étoile s'allume, son cœur doit déclencher la fusion de l'hydrogène. Pour cela, il faudrait à Jupiter une masse environ 80 fois supérieure à celle qu'elle possède aujourd'hui. Même les naines brunes, ces astres ratés à mi-chemin entre la planète et l'étoile, sont au moins 13 fois plus massives qu'elle. Jupiter n'est pas une étoile manquée, c'est une planète accomplie, née d'une manière totalement différente, et qui n'a jamais été assez lourde pour s'embraser. Sa composition pourtant rappelle celle du Soleil, surtout de l'hydrogène, un peu d'hélium, des traces de tout le reste. C'est presque la matière brute du système solaire naissant, capturée et gardée par la planète qui s'est servie la première. Pour comprendre l'influence de Jupiter, il faut comprendre une chose simple. Elle est arrivée avant tout le monde. Il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, le Soleil venait de naître, entouré d'un immense disque de gaz et de poussière. C'est dans ce disque que les planètes allaient se former. Mais ce disque avait une durée de vie limitée. Vaste et tourbillonnant, il donnait naissance aux planètes grain après grain sur des millions d'années, une lente accrétion de matière autour du jeune Soleil. Le gaz qui l'emplissait ne pouvait durer que quelques millions d'années avant d'être dissipé par le jeune Soleil, une fenêtre étroite à l'échelle cosmique. Or, une géante comme Jupiter est faite avant tout de ce gaz. Pour l'accumuler, elle devait se former vite, tant que la réserve existait encore. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Les mesures les plus récentes indiquent que le cœur de Jupiter s'est formé en seulement quelques millions d'années. Cette preuve vient d'un endroit inattendu. Des météorites, ces fragments de roches tombés du ciel, qui sont les plus vieux témoins du système solaire. En les analysant, les chercheurs ont remarqué qu'elles se répartissent en 2 grandes familles avec des compositions nettement distinctes. 2 réservoirs de matière qui, pendant des millions d'années, ne se sont presque pas mélangés, comme séparés par une barrière invisible. Et le candidat le plus probable pour cette barrière, c'est Jupiter elle-même. En grandissant, son cœur aurait creusé un sillon dans le disque, isolant l'intérieur de l'extérieur.
Alors comment un tel cœur grandit-il? Le modèle le plus accepté décrit une croissance en 2 temps. D'abord, des grains de poussière et de glace s'agglomèrent, formant un noyau solide de plus en plus lourd, capable d'attirer la matière autour de lui. Pour bâtir ce noyau assez vite, il a sans doute fallu plus que de la poussière. De véritables cailloux, capturés avec une efficacité redoutable, auraient accéléré sa croissance. Puis, une fois ce noyau assez massif, son attraction devient irrésistible. Il aspire le gaz environnant de plus en plus vite et la géante s'emballe. En peu de temps, à l'échelle des planètes, Jupiter passe d'un simple cœur à une boule de gaz colossale, vidant une large région du disque. C'est ainsi que naissent les géantes gazeuses. Plus loin et plus tard, là où le gaz se faisait rare, Uranus et Neptune n'ont pu capter qu'une enveloppe bien plus modeste. Jupiter et Saturne, elles, ont attrapé l'essentiel. Les 2 premières servies, les 2 plus grosses, gorgées du gaz primitif du système solaire. Il faut ici rester honnête. Le détail exact de cette formation reste un sujet de débat actif entre les scientifiques. L'idée d'une barrière creusée par Jupiter est solide, mais elle n'est pas la seule explication possible à la séparation des 2 familles de météorites. Quoi qu'il en soit, le calendrier est clair. Quand les planètes rocheuses commençaient à peine à s'assembler, Jupiter, elle, était déjà presque entièrement formée. Ce qui est certain, c'est que Jupiter s'est formée tôt et qu'elle est devenue, très vite, l'objet le plus massif du système après le Soleil. Une architecte se reconnaît à cela. Elle arrive sur le chantier avant les autres, et ce qu'elle construit décide de ce qui pourra exister ensuite. Une fois né, Jupiter n'est pas resté tranquillement à sa place. C'est là que son histoire devient celle d'un voyageur. Dans un disque de gaz, une jeune planète géante ne tient pas en place. Elle interagit avec la matière autour d'elle, et cette interaction la fait dériver. Jupiter aurait commencé à migrer vers l'intérieur, glissant lentement vers le Soleil, dévorant ou repoussant la matière sur son chemin. Selon un modèle très étudié, elle serait descendue jusqu'à la région où se trouve aujourd'hui l'orbite de Mars, avant de faire demi-tour. Les astronomes appellent ce scénario le grand tac. Le mot vient du vocabulaire de la voile. Un tac est un changement de cap, un virement de bord. Et c'est exactement l'image. Jupiter aurait foncé vers le Soleil, puis viré, puis repris la direction inverse pour regagner les régions extérieures. Ce qui l'aurait fait virer, c'est Saturne. La deuxième géante, en se formant à son tour, se serait accrochée gravitationnellement à Jupiter. Les 2 planètes, prises dans une danse commune, auraient inversé leur course et remonté ensemble vers l'extérieur du système solaire. Si ce scénario est exact, ses conséquences pour nous sont immenses. Car en plongeant vers l'intérieur, Jupiter a balayé la matière de la zone des planètes rocheuses. Cela expliquerait une vieille énigme. Mars est étonnamment petite. Beaucoup plus petite que ne le prédisaient les anciens modèles de formation. Si Jupiter est passé par là et a emporté une partie de la matière disponible, elle aurait privé Mars des briques nécessaires pour grandir davantage. Le même voyage aurait aussi façonné la ceinture d'astéroïdes, cette région de débris rocheux située entre Mars et Jupiter. En la traversant 2 fois, Jupiter l'aurait vidée, brassée et mélangée, y projetant à la fois des corps rocheux venus de l'intérieur et des corps glacés venus de l'extérieur. La ceinture d'astéroïdes que nous voyons aujourd'hui ressemble justement à ce mélange, comme la trace fossile d'un passage géant. Là encore, la prudence s'impose. Le grand tac est un modèle séduisant, mais il reste discuté,
et d'autres scénarios existent pour expliquer la petite taille de Mars. L'histoire des migrations ne s'arrête d'ailleurs pas là. Un autre modèle, baptisé du nom de la ville de Nice, décrit un second grand remaniement, bien plus tardif. Selon ce scénario, les planètes géantes auraient lentement glissé vers leurs orbites actuelles, déstabilisant au passage une vaste réserve de corps glacés aux confins du système. Ce réarrangement aurait précipité une pluie d'impacts sur les jeunes planètes. Un grand bombardement tardif, dont la Lune porterait encore les cicatrices. Mais ce bombardement est aujourd'hui vivement débattu. Certains chercheurs pensent qu'il n'a jamais eu cette ampleur et que les cratères racontent une autre histoire. Ce qui fait consensus, c'est l'idée plus large. Jupiter a migré. Elle s'est déplacée dans le jeune système solaire et ce déplacement a redistribué la matière. Imaginez un instant cette scène. Une planète des centaines de fois plus lourde que la Terre, errante à travers le système encore en formation. Ce genre de voyage n'a rien d'unique. Autour d'autres étoiles, des géantes migrent aussi, parfois jusqu'à venir se vautrer tout contre leur soleil. Là où elles passent, elles dispersent, elles nettoient, elles décident de ce qui restera. Le destin des mondes intérieurs se joue dans son sillage. Il y a dans l'histoire de la Terre un paradoxe que l'on remarque rarement. Notre planète n'aurait jamais dû être bleue. La Terre s'est formée dans la région chaude du disque, tout près du Soleil. Une zone où il faisait bien trop chaud pour que la glace survive. Les briques qui ont construit la Terre étaient donc des roches sèches, cuites par la chaleur du jeune Soleil. Notre monde aurait dû naître aride. Et pourtant, les océans recouvrent la majeure partie de sa surface. L'eau est partout. La question est de savoir d'où elle est venue. La réponse la plus probable se trouve loin, au-delà d'une frontière invisible que les astronomes appellent la ligne des glaces. Cette ligne marque la distance à partir de laquelle il fait assez froid pour que l'eau gèle et forme des grains de glace solides. Au-delà de cette frontière, la matière était riche en eau et en composés volatiles. En deçà, près de la Terre, tout était sec. Pour que la Terre reçoive son eau, il fallait donc un mécanisme capable de transporter cette glace lointaine vers la région intérieure. Et ce mécanisme, une fois encore, porte la signature de Jupiter. Sa gravité colossale a perturbé les corps glacés qui se trouvaient plus loin. En les déstabilisant, elle en a projeté une partie vers l'intérieur du système solaire. Certains de ces messagers glacés auraient atteint la Terre en formation. En s'écrasant sur elle, ils auraient livré leur cargaison. De l'eau et les ingrédients volatiles nécessaires à la chimie de la vie. La même géante qui avait asséché la zone des planètes rocheuses aurait aussi, par ricochet, contribué à y apporter l'eau. Alors, comment vérifier une telle idée? En comparant l'eau. Chaque réservoir d'eau du système solaire possède une signature chimique légèrement différente. La clé se cache dans une forme particulière de l'hydrogène, un peu plus lourde que l'ordinaire. Sa proportion varie d'un corps à l'autre, comme une empreinte. Or, l'eau de nombreuses comètes contient trop de cette forme lourde pour correspondre à nos océans. Les regards se tournent alors vers une autre source. Une famille d'astéroïdes riches en eau, dont la signature ressemble davantage à celle de la Terre. Eux aussi ont pu être précipités vers nous par Jupiter. En mesurant ces signatures dans les comètes, les astéroïdes et les océans terrestres, les scientifiques tentent de retrouver l'origine de notre eau. Le tableau reste complexe et débattu. Plusieurs sources ont sans doute contribué, et la part exacte de chacune n'est pas encore tranchée. Mais le rôle de Jupiter comme grand redistributeur de matière, lui, fait peu de doute. Sa gravité a dispersé les corps glacés à travers tout le système. Voilà le paradoxe de l'architecte. La planète qui a peut-être empêché la Terre de grandir davantage
est aussi celle qui a pu lui offrir ses océans. Elle n'a rien décidé pour nous. Elle a simplement remué le système solaire de sa masse, et nous sommes nés dans les conséquences de ce remous. Revenons maintenant à l'idée du gardien, celle qui a fait la réputation de Jupiter, la planète qui nous protège des impacts. Cette idée semble solide, presque évidente. Une planète énorme, avec une gravité immense, doit forcément attirer à elle les comètes et les astéroïdes errants. Et l'impact de Shoemaker-Levy 9, en 1994, ressemblait à une démonstration parfaite. Jupiter avait avalé une comète entière. Pendant longtemps, on en a tiré une conclusion simple. Sans Jupiter pour faire le ménage, la Terre serait bombardée bien plus souvent. On parlait d'un grand aspirateur cosmique, posté au bord du système, gobant tout ce qui aurait pu nous menacer. Une image rassurante. Mais à la fin des années 2000, des astronomes ont voulu vérifier cette intuition. Ils ont construit des systèmes solaires dans leurs ordinateurs. Dans ces simulations, ils ont fait varier la masse de Jupiter. Une géante normale, une géante plus légère, pas de géante du tout. Puis ils ont compté les impacts qui finissaient par frapper la Terre dans chacune de ces configurations, sur de longues durées. Le résultat a surpris tout le monde. La relation n'était pas simple. Une grosse Jupiter ne protégeait pas toujours mieux la Terre. Car Jupiter joue un double jeu. D'un côté, sa gravité peut dévier ou capturer un objet dangereux, comme dans l'histoire du gardien. Mais de l'autre, cette même gravité peut déstabiliser des corps tranquilles et les projeter vers l'intérieur du système, vers nous. Jupiter ne fait pas que retenir les projectiles, elle en lance aussi. Elle agite la ceinture d'astéroïdes, perturbe les comètes, redistribue les trajectoires. Pour certaines populations d'objets, le bilan penche vers la protection. C'est le cas des comètes venues des confins glacés, à la périphérie du système solaire. Pour ces visiteuses lointaines, Jupiter agit bien comme un bouclier, en captant ou en éjectant une partie de celle qui plongerait vers le Soleil. Mais pour les astéroïdes plus proches, et pour d'autres familles de comètes, le bilan devient ambigu. Jupiter pourrait même augmenter le risque dans certains cas. Car il existe une autre population plus sournoise, des comètes piégées par Jupiter elle-même, qui circulent désormais dans la région des planètes, sur des orbites plus courtes. Ces comètes de la famille de Jupiter doivent leur trajectoire à la géante. C'est elle qui les a capturées, et c'est elle qui pourrait, un jour, les rabattre vers l'intérieur. Entre ces deux rôles, protégés d'un côté, projetés de l'autre, le bilan net dépend de la population d'objets que l'on considère et de la durée que l'on examine. Et il y a une ironie dans l'histoire de Shoemaker-Levy 9. Cette comète n'était pas une menace extérieure que Jupiter aurait interceptée. C'est Jupiter elle-même qui l'avait capturée des années plus tôt, l'avait mise en orbite autour d'elle, puis déchirée par ses forces de marée. La comète qui a frappé la géante était devenue dangereuse à cause de la géante. Le gardien, ici, était aussi le piège. Voilà toute l'ambiguïté de Jupiter. La même gravité qui peut nous sauver peut aussi nous condamner. Tout dépend de l'objet, de l'instant et du hasard des trajectoires. Alors le mot gardien devient trop simple, trop rassurant. Jupiter n'est pas une sentinelle postée pour nous défendre. C'est une force immense et indifférente qui façonne le champ de bataille. Elle déplace les pièces sans jamais penser à la petite planète bleue. Cela ne veut pas dire que nous vivons en danger permanent. Les grands impacts restent extrêmement rares à l'échelle d'une vie humaine. Mais la Terre et la Lune gardent dans leurs cratères la mémoire de ces visiteuses. Et derrière une part de ces trajectoires, on retrouve toujours la main de Jupiter.
architecte du système solaire? Oui. Garde du corps de la Terre? Non. La nuance change tout, et elle rend Jupiter plus fascinante encore. Tout ce que nous venons de dire, comment le savons-nous vraiment? Pendant des siècles, Jupiter n'a été qu'un point de lumière dans le ciel, puis un disque rayé au bout d'une lunette. Pour la connaître réellement, il a fallu aller la voir et plonger dans son voisinage hostile. Rien que pour l'atteindre, il faut des années de voyage à travers le vide, puis affronter des radiations capables de griller l'électronique la plus robuste. Les premières à tenter l'aventure furent les sondes Pioneer, au début des années 70. Personne ne savait si elles survivraient aux radiations de la géante. Elles ont tenu. Elles ont prouvé qu'on pouvait traverser la région, mesurer pour la première fois le champ magnétique de Jupiter et en revenir avec des données. Puis vinrent les 2 sondes voyageurs en 1979. Et là, Jupiter est passé du statut de point lumineux à celui de monde détaillé. Voyageur a révélé les fins anneaux de la planète, et elle a surpris, sur la lune Io, le premier volcan jamais observé en activité ailleurs que sur Terre. Elle a découvert de nouvelles lunes, cartographié les tourbillons des nuages et montré la grande tache rouge avec une précision encore jamais atteinte. Quelques années plus tard, une sonde du nom de Galileo est devenue la première à se mettre en orbite autour de Jupiter pour l'étudier dans la durée. Galileo a fait quelque chose d'audacieux. Elle a largué une petite capsule droit dans l'atmosphère de la géante pour la mesurer de l'intérieur avant d'être broyée. Pendant moins d'1 heure, cette capsule a transmis. Elle a goûté la composition de l'atmosphère et révélé un curieux déficit de certains gaz dans les profondeurs. C'est aussi Galiléo qui a réuni les premières preuves sérieuses d'un océan caché sous la glace d'Europe en observant comment cette lune perturbe le champ de Jupiter. D'autres sondes ne firent que passer, mais en profitèrent. Cassini, en route vers Saturne, et New Horizons, lancés vers Pluton, ont frôlé Jupiter au passage. La sonde New Horizons a même remonté la longue queue magnétique de la planète, cette traîne invisible étirée par le vent solaire sur une distance prodigieuse. Et depuis 2016, c'est Juno qui veille. Une sonde conçue pour survivre en se faufilant par les pôles, là où les radiations frappent le moins fort. Mission après mission prolongée, Juno tient bon, bien au-delà de ce qui était prévu, multipliant les plongées au plus près des nuages. Elle emporte une caméra dont les images sont confiées au public. Des passionnés du monde entier en tirent les portraits les plus saisissants de la géante. Chacune de ces missions a rapporté un morceau de vérité. Ensemble, elles ont transformé un simple point dans le ciel en un monde que l'on commence enfin à comprendre. Quittons un instant l'histoire et le destin et entrons dans la planète elle-même, car Jupiter cache, sous ses nuages, un monde insaisissable. Il n'y a pas de surface sur laquelle se poser. Si vous descendiez dans Jupiter, vous ne rencontreriez jamais de sol, seulement du gaz de plus en plus dense. À mesure que vous plongeriez, la pression augmenterait sans fin. L'air deviendrait épais comme un liquide, puis plus dense encore, jusqu'à des états de la matière inconnus sur Terre. Sous l'atmosphère visible s'étend un immense océan d'hydrogène. Au début, un hydrogène moléculaire, semblable au gaz que nous connaissons, mais comprimé à l'extrême. Plus profond, la pression devient si écrasante qu'elle force l'hydrogène à changer de nature. Il se transforme en un liquide métallique. Cet hydrogène métallique est l'un des matériaux les plus étranges du système solaire. Un métal liquide capable de conduire l'électricité, né de la simple pression. Pour le créer,
il faut une pression des millions de fois supérieure à celle de notre atmosphère et une température de plusieurs dizaines de milliers de degrés. Plus étrange encore, l'hélium pourrait s'y comporter comme une pluie. Dans cet océan métallique, des gouttes d'hélium se formeraient et tomberaient lentement vers le centre. Cette pluie d'hélium dégagerait de la chaleur en descendant, et elle expliquerait pourquoi la capsule envoyée jadis dans l'atmosphère y avait mesuré un déficit d'hélium. C'est dans cet océan métallique, en mouvement, que se forge le champ magnétique de Jupiter. Nous y reviendrons, mais descendons encore. Au plus profond se trouve le cœur de la planète. Et c'est ici que la science a connu, récemment, l'une de ses plus belles surprises. Pendant longtemps, on imaginait Jupiter avec un cœur classique, une boule compacte de roche et de métal, nettement séparée du gaz qui l'entoure. Pour vérifier cette image, il fallait peser l'intérieur de la planète. Et c'est précisément là que la sonde Juno entre vraiment en scène. Juno ne photographie pas le cœur. Elle le pèse, indirectement, en mesurant avec une précision extrême la façon dont la gravité de Jupiter l'a fait dévier. La forme exacte du champ de gravité révèle comment la masse est répartie à l'intérieur. Et ce que Juno a trouvé ne ressemblait pas au modèle attendu. Le cœur de Jupiter n'est pas une bille solide, bien nette. Il est dilué. Les scientifiques parlent d'un cœur flou. Les éléments lourds, au lieu d'être concentrés au centre, semblent étalés, mêlés progressivement à l'hydrogène métallique sur une grande fraction du rayon de la planète. Il n'y a pas de frontière franche entre le cœur et le reste, seulement une transition douce, un dégradé de matière de plus en plus lourde vers le centre. Cette découverte a bousculé les modèles. Pour l'expliquer, certains imaginent une collision géante dans la jeunesse de Jupiter qui aurait mélangé le cœur au reste. D'autres pensent que ce cœur dilué est une conséquence naturelle de la façon dont la planète s'est formée. Le débat reste ouvert. Dans tous les cas, comprendre ce cœur, c'est comprendre comment naissent les géantes, ici comme autour des autres étoiles. Jupiter est notre exemplaire le plus proche. Ce qui est sûr, c'est l'image qui en ressort. Jupiter, ce géant si puissant, ne possède pas de cœur net. Son centre est un flou, pas une limite. Souvenez-vous de cet océan d'hydrogène métallique, en perpétuel mouvement à l'intérieur de Jupiter. C'est lui qui donne à la planète son arme la plus invisible. Un fluide métallique qui circule et qui conduit l'électricité engendre un champ magnétique. C'est le principe d'une dynamo, le même qui anime le champ magnétique terrestre. Mais à l'échelle de Jupiter, ce mécanisme atteint une puissance que rien d'autre n'égale parmi les planètes. Jupiter possède le champ magnétique le plus intense du système solaire. Ce champ ne reste pas confiné près de la planète. Il s'étend autour d'elle en une bulle gigantesque, une cavité magnétique appelée magnétosphère. Cette magnétosphère est l'une des plus grandes structures du système solaire après l'enveloppe magnétique du Soleil lui-même. Sa taille dépasse l'entendement. Elle engloutit toutes les grandes lunes de Jupiter qui orbitent à l'intérieur de cette bulle, baignée en permanence dans son flot de particules. Voici une manière de la ressentir. Si cette bulle magnétique brillait dans notre ciel, vue depuis la Terre, elle paraîtrait plus grande que la pleine lune. Du côté opposé au Soleil, elle s'étire en une immense queue, une traîne invisible qui s'allonge dans l'espace bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Cette machinerie magnétique fait de Jupiter une véritable balise. La planète émet des ondes radio si puissantes qu'on les capte depuis la Terre, comme un murmure venu du géant. Et la petite lune Io, prise dans ce champ, en règle le rythme. Son passage module ses émissions, comme un doigt qui pince une corde invisible.
À l'intérieur de cette bulle règnent des ceintures de radiation d'une violence extrême. Un déluge de particules chargées, accélérées à des vitesses folles. Ces radiations sont si intenses qu'elles détruiraient en peu de temps un être humain et qu'elles mettent à rude épreuve l'électronique des sondes. C'est pour cela que Juno suit une trajectoire prudente, en passant par les pôles, là où le bombardement est le moins meurtrier, pour survivre le plus longtemps possible. En mesurant ce champ de près, Juno a fait une autre découverte. Le champ magnétique de Jupiter n'est pas régulier. Il est bosselé, asymétrique, plus fort à certains endroits qu'à d'autres. Près de l'équateur, Juno a repéré une zone particulière, surnommée la grande tache bleue magnétique. Ce champ démesuré nourrit aussi le plus beau des spectacles. Au pôle de Jupiter brillent les aurores les plus puissantes de tout le système solaire. Là où les aurores terrestres dansent en lumière verte, celles de Jupiter rayonnent jusque dans l'ultraviolet et même dans les rayons X, avec une énergie sans commune mesure. Et ces aurores ont un combustible inattendu. Une partie des particules qui les allument vient de Io, l'une des lunes de Jupiter, dont nous reparlerons. Les volcans de cette lune crachent du soufre et de l'oxygène que le champ magnétique capture et précipite vers les pôles de la géante. Cette matière volcanique ne disparaît pas. Elle s'étire en un gigantesque anneau de gaz électrisé qui encercle Jupiter sur l'orbite même de Io, un tore de plasma invisible. Un courant électrique colossal relie en permanence Io à Jupiter, le long des lignes du champ magnétique, comme un fil de feu tendu entre la Lune et sa planète. Fait étonnant, les pôles nord et sud de Jupiter peuvent s'illuminer indépendamment l'un de l'autre, pulsant chacun à leur propre rythme, comme deux phares désaccordés. Chaque grande lune laisse même sa marque dans ses aurores, un point lumineux qui la suit fidèlement à mesure qu'elle tourne autour de la planète. Et tout récemment, les astronomes ont su débusquer jusqu'à la trace ténue de Callisto, la plus lointaine des quatre, inscrite elle aussi dans les aurores. Jupiter n'est donc pas seulement une planète, c'est un générateur magnétique colossal, entouré d'une bulle invisible plus vaste que tout ce que l'on peut montrer dans le ciel. Remontons maintenant vers la surface visible, vers ces nuages que nous montrent les télescopes, car le ciel de Jupiter est un monde de tempêtes éternelles. De loin, Jupiter apparaît rayé de bandes claires et sombres, parallèles à son équateur. Ces bandes ne sont pas de simples motifs. Ce sont des courants atmosphériques, des fleuves de vent qui ceinturent la planète, soufflant dans des directions opposées à des vitesses énormes. Ces nuages ne sont pas faits d'eau comme les nôtres. Tout en haut flottent des cristaux d'ammoniac glacés qui donnent à Jupiter ses teintes pâles. Sous eux s'empilent d'autres couches, faites de composés plus lourds, puis, bien plus bas, de véritables nuages d'eau. La couleur exacte de la planète garde une part de mystère. Les bandes claires et sombres alternent parce que le gaz y monte ou y descend, dévoilant des nuages plus ou moins profonds, plus ou moins colorés. Longtemps, on a cru que ces bandes n'étaient qu'une fine pellicule à la surface. Juno a montré qu'elles plongent bien plus profond. Les vents de Jupiter s'enfoncent sur près de 3000 km sous les nuages. Ce ne sont pas des tempêtes de surface, mais des structures qui descendent au cœur de l'atmosphère. Au pôle, Juno a découvert quelque chose que personne n'avait imaginé. Des cyclones disposés selon des figures géométriques presque parfaites. Autour du pôle Nord, plusieurs cyclones gigantesques s'organisent en un octogone régulier. Autour du pôle Sud, ils dessinent un pentagone. Chacune de ces tempêtes a la taille d'un continent, et elles tiennent ainsi en formation et stables depuis des années que la sonde les observe.
Plus bas, dans l'atmosphère, des éclairs déchirent les nuages. Les sondes en ont capté la lueur, preuve d'orage bien réel sous les bandes colorées. Et Juno a révélé un phénomène encore plus singulier, tapi au creux de ces tempêtes joviennes. Des grêlons d'un genre nouveau s'y formeraient. Des billes faites d'ammoniac et d'eau. Une sorte de neige fondue exotique qui transporterait l'ammoniac vers les profondeurs. Mais le joyau de cette atmosphère reste la grande tache rouge, la plus grande tempête connue du système solaire. C'est un tourbillon si vaste que la Terre tout entière y tiendrait. Un anticyclone qui tourne sur lui-même, balayé par des vents dépassant 400 km/h. Juno a aussi sondé ses racines. La tempête ne se limite pas aux nuages. Elle plonge sur plusieurs centaines de kilomètres dans l'atmosphère, comme un tourbillon enraciné en profondeur. On a longtemps cru cette tempête vieille de plusieurs siècles, observée sans interruption depuis l'époque des premiers télescopes. La réalité est plus subtile. Au XVIIe siècle, l'astronome Cassini avait bien décrit une tache sur Jupiter, qu'il appelait la tache permanente. On pensait que c'était la même. Mais des travaux récents le contredisent. La tache de Cassini aurait disparu entre le XVIIIe et le XIXe siècle. La grande tache rouge actuelle serait née ensuite. Selon ces études, la tempête que nous admirons aujourd'hui persiste depuis au moins 190 ans. Plus jeune qu'on ne le croyait, mais déjà presque 2 fois centenaire. Et elle rétrécit. Au XIXe siècle, elle était assez large pour engloutir 2 ou 3 planètes comme la Terre. Aujourd'hui, elle en dépasse à peine une. Elle n'est pas seule. D'autres tempêtes ovales, plus petites et plus claires, parcourent les bandes de Jupiter, naissant, fusionnant et s'éteignant au fil des décennies. Personne ne sait si elle finira par se stabiliser ou si elle continuera de se contracter jusqu'à disparaître, comme la tache de Cassini avant elle. Une tempête plus ancienne que bien des nations humaines, et pourtant peut-être mortelle. Voilà le visage changeant de la géante. Jupiter n'est pas seule. Autour d'elle gravite un véritable système miniature, une cour de monde que l'on a longtemps ignorée. L'histoire commence en hiver, au tout début de l'année 1610. Un savant italien pointe vers Jupiter une lunette de sa fabrication. Il s'appelle Galilée. Et près de la planète, il aperçoit 3, puis 4 petits points lumineux, alignés, qu'aucun œil nu n'avait jamais vus. Nuit après nuit, il les observe changer de position. Ces points se déplacent autour de Jupiter. Ils tournent autour d'un autre monde que la Terre. C'est une révélation qui ébranle des siècles de certitude. Tout ne tourne pas autour de nous. Jupiter possède son propre cortège de mondes en orbite. Galilée publie aussitôt ses observations et les dédie à ses puissants protecteurs, la famille des Médicis. Mais c'est l'idée qui compte, bien plus que les noms. Si des mondes tournent autour de Jupiter, alors la Terre n'est plus le centre unique de toute chose. Une lunette de quelques centimètres venait de fissurer un dogme millénaire. Aujourd'hui, on connaît à Jupiter plus de 100 lunes, et le décompte ne cesse de grandir à mesure que les télescopes débusquent de nouveaux fragments. La plupart sont de petits corps irréguliers, sans doute des astéroïdes capturés au fil du temps. Beaucoup tournent même à l'envers, très loin de la planète. Mais 4 d'entre elles dominent. Ce sont les lunes que Galilée a vues: Io, Europe, Ganymède et Callisto. 4 mondes à part entière. La première, Io, est le corps le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Sa surface est sans cesse refaite par des éruptions.
Ces volcans projettent des panaches de matière jusqu'à 500 km de hauteur, bien au-delà de tout ce que la Terre connaît. Mais d'où vient cette chaleur? Pas du Soleil, bien trop lointain, mais de Jupiter elle-même, qui pétrit Io par sa gravité. En tournant autour de la géante, Io est étirée et comprimée sans relâche par les forces de marée. Ce malaxage permanent chauffe son intérieur et alimente ses volcans. Sur Io, le sol lui-même se soulève et s'abaisse de dizaines de mètres à chaque orbite, comme une marée de roches. Aucun autre monde connu ne subit pareil traitement. La deuxième, Europe, est sans doute la plus prometteuse de toutes. Sous sa coquille de glace se cache un océan global d'eau salée. Cet océan, réchauffé lui aussi par les marées de Jupiter, pourrait contenir plus d'eau liquide que tous les océans de la Terre réunis. Un océan sombre, à l'abri sous la glace, chauffé de l'intérieur. C'est l'un des endroits les plus sérieux où chercher une vie au-delà de la Terre. Sa surface de glace est striée de longues fractures et de zones chaotiques, comme une banquise sans cesse brisée et ressoudée par les mouvements de l'océan en dessous. Certaines observations suggèrent même que des panaches de vapeur d'eau jailliraient parfois de ces fissures. Si cela se confirme, une sonde pourrait goûter l'océan sans percer la glace. La troisième, Ganymède, est la plus grande lune de tout le système solaire. Elle est même plus grande que la planète Mercure. Ganymède est aussi la seule lune connue à posséder son propre champ magnétique, généré dans ses profondeurs. Et elle cacherait, elle aussi, un océan enfoui. On le devine à la façon dont ses aurores se balancent. Leur mouvement trahit la présence, sous la glace, d'une couche d'eau salée capable de conduire l'électricité. La quatrième, Callisto, est un monde ancien et criblé de cratères, gardant la mémoire de milliards d'années d'impact. Elle pourrait, peut-être, abriter elle aussi de l'eau cachée. Callisto se tient à l'écart de la grande danse des trois autres. Moins pétrie par les marées, elle est restée calme, comme figée depuis l'aube du système solaire. Ces lunes ne dérivent pas au hasard. Les trois plus proches sont prises dans une danse réglée avec une précision remarquable. Pour chaque tour que boucle Ganymède, Europe en accomplit 2 et Io en accomplit 4. Un rythme verrouillé, une horlogerie céleste. Cette résonance maintient leurs orbites légèrement allongées, et c'est précisément cette légère déformation qui entretient les marées, donc la chaleur, donc les volcans et les océans. Voici l'ironie la plus profonde de notre histoire. La géante qui a peut-être façonné la Terre fabrique aussi, chez ses propres lunes, les conditions d'une vie possible. Ces océans cachés sont devenus l'une des grandes obsessions de l'exploration spatiale. Et après Galiléo et Juno, l'humanité y retourne, cette fois pour les étudier de près. 2 nouvelles missions, plus ambitieuses encore, sont désormais en route vers le système de Jupiter. Leur cible, ce sont précisément ces lunes glacées. La première vient de l'agence spatiale américaine. Elle s'appelle Europa Clipper et elle a quitté la Terre en octobre 2024. Son arrivée est prévue vers 2030. Elle effectuera alors des dizaines de survols rapprochés d'Europe, frôlant sa surface gelée. Elle sondera l'épaisseur de la glace, la profondeur de l'océan caché, sa salinité, et cherchera les signes d'un monde réellement habitable. Pour cela, elle emporte des instruments capables de sonder à travers la glace. Un radar fouillerait les profondeurs, tandis que d'autres yeux analyseraient la chimie de la surface. Elle ne se mettra pas en orbite autour d'Europe. Les radiations de Jupiter détruiraient ces instruments. Elle plongera donc par passage bref, puis s'éloignera pour récupérer.
La seconde mission est européenne. On l'appelle JUICE. Elle est partie un peu plus tôt, en 2023, et atteindra Jupiter vers 2031. JUICE étudiera plusieurs lunes glacées, Ganymède, Callisto et Europe, en multipliant les survols pour cartographier leur surface et sonder leurs océans. Puis elle accomplira une première dans l'histoire. Vers 2034, elle se mettra en orbite autour de Ganymède. Ce sera la première fois qu'un engin humain orbite autour d'une lune autre que la nôtre. Une étape symbolique autant que scientifique. Dans les années 30, ces deux missions exploreront le système de Jupiter presque en même temps, croisant leurs regards sur les mêmes mondes glacés. Ces missions ne partent pas chercher des extraterrestres. Elles posent une question plus sobre et plus profonde. Ces océans pourraient-ils, en principe, abriter la vie ? Et toujours, en arrière-plan, la même force est à l'œuvre. La gravité de Jupiter, qui jadis dispersa l'eau à travers le jeune système solaire. Cette même gravité maintient aujourd'hui ces mers cachées au chaud, liquides sous des kilomètres de glace. Et nous envoyons des machines pour les lire. Prenons pour finir un peu de recul et regardons notre Jupiter avec les yeux de ceux qui scrutent d'autres étoiles. Depuis quelques décennies, nous découvrons des planètes autour d'autres soleils et beaucoup de ces mondes géants ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Certaines géantes gazeuses tournent collées à leur étoile, bouclant leur année en quelques jours, brûlées par une chaleur infernale. On les appelle des Jupiters chauds. D'autres suivent des orbites violemment allongées, plongeant vers leur étoile puis s'en éloignant, balayant tout sur leur passage comme des pendules déréglées. Notre Jupiter, elle, occupe une place tranquille, massive, mais lointaine, sur une orbite presque circulaire, à bonne distance, laissant un espace stable aux petits mondes intérieurs. Une géante posée si loin et si calmement n'est peut-être pas si fréquente, et cette disposition particulière a sans doute compté dans notre histoire. Certains y voient un argument plus large. Pour qu'un monde comme le nôtre apparaisse, il aurait fallu une rare conjonction de circonstances. Un soleil paisible, une bonne distance, une géante bien placée. Nul ne sait si cette recette est commune ou exceptionnelle dans la galaxie. C'est une question ouverte, que chaque nouvelle exoplanète vient nourrir. Car c'est dans l'espace que Jupiter a laissé derrière elle qu'une petite planète rocheuse a pu se former, garder ses océans et abriter la vie. Nous lui devons, en partie, le décor même de notre existence. Le ciel sous lequel nous sommes nés porte la signature de sa masse. Mais il faut le redire une dernière fois, sans détour. Jupiter n'a rien choisi. Elle n'a veillé sur personne. Elle s'est formée la première. Elle est devenue immense. Elle a voyagé, dispersé, redistribué, puis elle s'est immobilisée à sa place. Et dans les marges laissées par sa masse, dans les conséquences de ses remous, un monde humide a pris forme, presque par accident. Ce n'est pas une gardienne penchée sur notre berceau. C'est une architecte qui a bâti sans le savoir, puis a poursuivi sa course. Jupiter restera là longtemps après nous. Quand le Soleil, dans des milliards d'années, gonflera en géante rouge, la planète des géantes sera toujours en orbite. Elle aura vu naître la Terre, et elle la verra finir, témoin immense et muet d'une histoire dont elle fut, sans le vouloir, l'architecte. Alors la prochaine fois que vous verrez Jupiter dans le ciel du soir, ce point fixe et calme qui ne scintille pas, souvenez-vous de ceci. Vous regardez la planète qui, sans la moindre intention, sans le moindre regard pour nous, a décidé que vous pourriez être là.